Encore un épisode essentiellement basé sur de longs échanges de dialogue mais qui met fin à un gros morceau de la saison, malgré tout de façon très mouvementée. Salut à tous, c'est Vince. Sur Plot Time, on se retrouve une nouvelle fois sur la série House of the Dragon. Évidemment, j'invite, comme à chaque fois, les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière, là où vous verrez ma première vidéo où j'aborde les thèmes polémiques et je donne mes premières impressions sans spoilers. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, j'en profite pour dire que ça y est, j'ai fini la première partie. Voilà, faut pas déconner non plus. C'était un très gros morceau, vous savez, la première partie va se conclure sur le règne de Jaehaerys, le vieux roi qu'on peut voir au tout début de la première saison de House of the Dragon. Et après avoir fini cette première partie, eh bien je comprends pourquoi la série a pris la décision de débuter lors de la seconde moitié du livre. Pour la simple et bonne raison que la première moitié est certes intéressante à lire, mais peu à raconter en série. Je veux dire, le climax n'est pas vraiment conforme à l'adaptation version live. Mais ceci dit, à l'heure actuelle, j'ai maintenant le background dans ma tête, ce qui va beaucoup m'aider pour mes futures vidéos. Bref, aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, la première moitié de la saison, c'est désormais achevé. C'est donc le moment idéal pour appeler à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche, également, 2 clics, hop, c'est rapide. Car c'est très loin d'être fini, d'autant que je compte aborder d'autres thèmes, d'autres sujets sur Game of Thrones sur ma chaîne. D'autant plus que j'ai remarqué que ma dernière vidéo sur House of the Dragon a eu un bon accueil de votre part. Donc j'espère ne pas vous décevoir sur la suite, notamment sur l'épisode 5 que nous allons aborder de ce pas. Un épisode de presque 1 heure intitulé « Nous éclairons la voie ». De l'eau a une nouvelle fois coulé sous les ponts. Daemon s'est marié avec une certaine Rhea Royce, mais lassé de cette dernière, ce dernier décide d'assassiner discrètement la jeune femme. Et un des commentaires visibles sur ma vidéo précédente avait vu juste, car Lord Lyonel devient en effet la nouvelle main du roi. Du côté d'Otto Hightower, ce dernier ne manque pas de nous faire savoir que Viserys n'en a plus vraiment pour longtemps, quand ce dernier se rend justement à Lamarck pour faire marier sa fille à Laenor Velaryon. Après cela, on découvre un nouveau personnage, Lord Larys, qui apprend à Alicent que Rhaenyra est potentiellement souffrante, due au mystérieux thé donné par le grand maître. Évidemment, ceci n'était qu'un leurre pour faire comprendre à la reine que son ancien ami lui cache potentiellement quelque chose. En parallèle, Corlys accepte de faire marier son fils à Rhaenyra, mais avec un petit accord avant tout. Les héritiers du trône porteront bien le nom de Velaryon, mais le futur roi devra régner sous le nom de Targaryen. Ce faisant, Rhaenyra et Laenor se mettent d'accord sur ce mariage, aucun problème, en se faisant bien comprendre sur le fait de prendre un peu plus de liberté de leur côté. Et ce, bien sûr, de façon discrète, puisqu'on découvre rapidement où se penchent les goûts de Laenor, là où Rhaenyra voudra se pencher secrètement sur Sir Criston. Et pendant le banquet de fin, 2 malaises se posent. En premier lieu, l'arrivée tardive de Daemon, et en second, celui de la reine Alicent, en plein discours du roi. Suite à ça, Daemon ne manque pas de nous rappeler que maintenant son épouse morte, Rocherune lui appartient. Et là, ça part en cacahuète. En effet, une petite bagarre se forme entre Criston et Joffrey Longbec, qui finit ce banquet de façon quelque peu pourpre. Le fait que j'ai mis autant de temps à résumer cet épisode prouve que, même si c'est essentiellement basé sur le drame et le dialogue, eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur l'utilisation des couleurs dans ma vidéo précédente, notamment l'utilisation du rouge. Une fois de plus, il est utilisé pour parler de l'instabilité de l'héritage. Déjà par l'arbre qui pleure du sang, mais également par les malvales rouges dans la même scène. Et je suis presque en train de me demander si ces fameuses fleurs ne sont pas justement servies pour créer par exemple un poison, et attention, c'est juste une idée qui me vient comme ça, bien sûr. Mais j'ai l'impression que dans cet épisode, un sous-texte se cache sur l'empoisonnement. En tout cas, nous savons que ces fleurs proviennent de Braavos, lieu justement en lien avec des alliances que Lord Corlys a formées de son côté. Et pour rester toujours dans la même scène, Alicent porte une robe pourpre, au même titre que les feuilles de l'arbre qui pleure du sang. Bref, on est vraiment autour du rouge. Et à la fin de l'épisode, la reine porte une robe verte, donc la complémentaire du rouge. Et Lord Larys ne manque pas de nous faire rappeler que cette couleur représente en fait la guerre. La reine est en guerre contre son époux. Et lors du combat de fin, du sang bien rouge vif sort du nez de Viserys, comme s'il n'avait plus aucun contrôle sur la situation de son héritage
qui est en danger. Bref, une porte ouverte ne pourra maintenant plus se refermer. Pour rester sur Viserys, ce dernier est de plus en plus malade. Et cette fois-ci, il se met maintenant à tousser. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup quand je vois des gens commenter sur ma vidéo précédente me disant que ça se voit que je n'ai pas fini le livre parce que Viserys n'est pas censé être malade. Sauf que les gens, il est malade. Enfin, quoi que dise le livre, dans la série, il est clairement malade. C'est comme ça et je n'y peux rien. Ses blessures le dévorent de plus en plus, il est fatigué, il tousse, il saigne du nez et la perte de ses doigts a contaminé le reste de son bras. En plus de souffrir de sa maladie, il souffre également d'une culpabilité, celle de posséder un règne qui peut-être ne sera pas gravé dans l'histoire. Dans cet épisode 5, on retrouve un dialogue plutôt intéressant entre Viserys et Lord de Corlys. Ces derniers disputent le nom de la lignée qui héritera du trône. D'un côté Targaryen, de l'autre Velaryon. Échange qui ne manquera pas de faire sourire cyniquement Rhaenys, agacé de l'héritage patriarcal lui ayant bloqué l'accès au trône par le passé. Et en parallèle, du côté de Otto, on comprend que ce dernier cherche à éviter une guerre. En tout cas, c'est ce qu'il tente de faire comprendre à sa fille, qu'il cherche peut-être à nouveau à manipuler. Il souhaite éviter une guerre, sachant de quoi est capable le peuple, et étant donné que le légitime héritier est en fait Aegon, donc le fils d'Alicent et de Viserys. The king will die, and if Rhaenyra succeeds him, war will follow. Do you understand? The realm will not accept her, and to secure her claim, she'll have to put your children to the sword. Et à ça, je vous le demande, de quel côté êtes-vous? Est-ce que vous pensez que Otto a de vraies bonnes intentions derrière? Moi, personnellement, je pense que c'est juste un homme jaloux. Un homme jaloux en manque de pouvoir. Puisque forcément, si sa lignée arrive à se poser sur le trône, qui deviendra la main? Peut-être lui, il sera à nouveau la meilleure personne pour manipuler le nouveau roi. Et c'est pourquoi on est en droit de se demander si Otto n'a pas de lien avec la santé fragile de Viserys. Au début, il ne dit pas ouvertement l'avoir empoisonné, cela va de soi. Mais il y a quand même de quoi se poser quelques questions. Peut-être que ce dernier lui a fait boire une décoction qui lui sera fatale. On a un plan un peu insistant sur Viserys qui boit, une potion pour l'aider à dormir. Et dans ce même épisode, on insiste un peu aussi sur des fleurs rouges dont je vous ai parlé au début, ce qui me fait demander si Larys n'est pas également pour quelque chose en lien avec Otto. Mais la maladie de Viserys est peut-être là pour nous emmener sur une fausse piste, comme je vous l'avais dit plusieurs vidéos avant. Donc c'est pourquoi je pense encore une fois qu'il y a un sous-texte sur l'empoisonnement, une simple théorie pour nous faire comprendre que il a été empoisonné. Ou peut-être qu'en fait qu'il est simplement en train de mourir de sa belle mort. Et pour finir, Daemon jette toujours des regards sur la princesse, ce qui nous laisse toujours des petits indices sur ses futurs agissements. Mais là bien sûr, je ne peux pas en dire plus afin d'éviter de vous spoiler. En tout cas, sur l'épisode en lui-même, je trouve qu'on a une belle introduction. On a une ambiance avec la pluie, ça m'a presque donné envie de me blottir sur la couette. De plus, les décors de château de marée haute, avec le trône de bois de Lord de Corlys, sont plutôt impressionnants. Il y a vraiment un petit côté rustique. Franchement, je n'avais pas envie que l'épisode s'arrête. J'étais posé là, tranquille, en train de prendre des notes. De plus, le banquet en dernière partie, j'avais vraiment envie d'y être. Entre les décors, les costumes, la musique, la bouffe aussi, l'immersion est totale. Quand les Velaryon arrivent au banquet, je les ai trouvés vraiment magnifiques. Ils ont une espèce de prestance avec leurs costumes. Et à côté, je suis content de la réaction de Criston. Une réaction impulsive, certes, mais cohérente par rapport au personnage. J'avais vraiment peur qu'il accepte de se mettre en relation avec Rhaenyra secrètement, alors qu'il a vraiment l'âme d'un chevalier blanc. La relation secrète avec Rhaenyra est presque une relation malsaine. Et donc, le fait de révéler la vérité à la reine est presque un suicide de chagrin. Un chagrin d'amour. Et au final, cette baston de fin est bien dégueulasse. Voilà, on voulait de la bouffe au banquet, et bien là on finit sur un bon gros steak. C'est donc un mariage peu joyeux qui annonce probablement une alliance peu stable. Rien ne va, tout le monde est triste, Laenor a perdu son amant, Viserys est mourant, Criston veut se tuer. Bref, comme le dit l'introduction de la deuxième partie du livre, le début d'une guerre se prépare doucement en temps de paix. Et je profite de ça pour réagir aux critiques que j'ai pu voir sur cette série. Beaucoup trouve que ça fait un peu trop les feux de l'amour. Et ça me rappelle un peu moi quand j'avais beaucoup conseillé la série Game of Thrones à mon entourage, notamment à mon frère, qui avait beaucoup de mal à rentrer dedans, justement parce qu'il y avait beaucoup de dialogues, et il appelait cette série les feux de l'amour du Seigneur des Anneaux. Et vu que moi je préfère les premières saisons de Game of Thrones, le fait qu'on reproche à House of the Dragon d'être un genre des feux de l'amour, eh bien pour moi c'est bon signe. Et j'ai vraiment envie de dire à ces gens, mais vraiment, calmez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a des romances que c'est tout de suite les feux de l'amour. Les romances dans les fictions existent depuis la nuit des temps. Dans les commentaires de ma vidéo précédente, j'ai vu qu'il y avait un débat sur si oui ou non Daemon avait volé
pris le pucelage de Rhaenyra, ce qui je pense était le cas, mais certains précisaient qu'en fait il s'était arrêté avant. Dans cette scène, tout nous poussait à nous faire croire l'inverse, avec les positions qu'ils prennent, mais après avoir revu la scène, en effet, Daemon s'arrête avant. Il part un petit peu avec un sentiment de culpabilité, ne voulant pas aller plus loin pour éviter de prendre des risques. Il voulait vraiment prendre la main de Rhaenyra de façon légitime. Bref, cette vidéo n'est pas encore finie car je vais bien sûr aborder la partie des commentaires, vos commentaires de la vidéo précédente pour compléter le tout. Et on commence par Anna Grognard qui nous dit que la série a réussi à rendre l'inceste plutôt normal, là où c'était dérangeant entre Cersei et son frère Jaime. Alors pour ma part, ça me paraît normal uniquement parce que ce sont des Targaryens. Et maintenant que j'ai bien avancé dans le livre, je sais que l'ethnicité des Targaryens est conçue pour pratiquer l'inceste sans tomber malade. Ils ont vraiment une ethnie renforcée, d'où l'intérêt pour eux de pratiquer cet inceste afin de maintenir leur sang pur. Ce ne sont clairement pas des humains normaux, ils ne tombent quasiment pas malades et ils peuvent chevaucher des dragons. Et ça se voit également sur leur physique, le fait qu'ils aient les cheveux platines, également les yeux mauves, enfin il me semble qu'ils ont les yeux mauves dans le livre, ce qui n'est pas le cas dans la série, d'où l'exceptionnalisme de la foi pendant le règne de Jaehaerys. La foi a finalement reconnu que les Targaryens ne sont pas des êtres humains normaux, donc on peut leur accorder de pratiquer l'inceste. Nous avons ensuite Biol Nikam qui nous rappelle que l'inceste pratiqué entre Targaryens ne s'arrêtera pas de sitôt, malgré le fait que ce soit une pratique mal vue dans le royaume. Lord Capcom me corrige sur un détail, le fait qu'il est annoncé depuis longtemps que le personnage de Rhaenyra sera joué par une autre actrice à partir de l'épisode 6. Et ce, pour justifier une ellipse vraiment copieuse. Elle sera donc jouée par Emma Darcy. Et non, tu ne me corriges pas, c'est juste une information que je n'avais pas donnée. Et pour être franc, la première actrice va beaucoup me manquer. Je vous cache pas que physiquement, elle est vraiment très jolie. Elle a des yeux vraiment magnifiques. Mais il est légitime de changer d'actrice pour justifier une telle ellipse. J'espère juste que Emma Darcy saura reprendre le rôle comme il se doit. Et nous finissons sur Ophélie G qui se demande si Daemon dans le bordel avait en fait planifié tout ça. Le simple fait que Rhaenyra soit vue en train de l'embrasser. Et ce, afin de montrer à Viserys qu'Otto faisait bien espionner sa fille. Et c'est une observation qui m'a paru intéressante. Enfin bref, une page se tourne avec cet épisode, car nous avons maintenant fini la première moitié de cette saison. La suite se déroulera donc sur un grand bond dans le temps, ce qui va justifier le changement d'acteur comme je vous l'ai dit plus tôt. Pour ma part, je trouve la série vraiment très bonne. J'ai vraiment l'impression de retrouver ce que j'avais perdu dans les dernières saisons de Game of Thrones. Du bon dialogue, de la politique, des trahisons, du sang. Et après l'épisode 5, je sens que beaucoup de gens vont encore dire que c'est chiant parce qu'il n'y a pas d'action. Et c'est pourquoi j'insiste, mais de toute façon, ce n'est clairement pas une série d'action. C'est un drame. Il ne faut pas regarder la série pour ça, mais cela n'empêche que lorsqu'il y a une scène d'action, eh bien, on s'en prend plein la miche. Et surtout que je rappelle que cette série parlera de, il me semble, la danse des dragons. Et ça, en termes d'action, je pense qu'on sera servi. Mais pour l'heure, même sans action, je trouve qu'il y a quand même une certaine épicness, par exemple dans la présentation des noces, avec les galions qui arrivent, les dragons qui volent dans le ciel, la musique avec les gros tambours, etc. Ça pour moi c'est épique. Même s'il n'y a pas de grosses scènes d'action, ça reste quand même très spectaculaire. Enfin bref, nous verrons bien dans la suite ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, les commentaires sont à votre disposition si vous avez autre chose à ajouter, des analyses à me faire part, comme d'habitude. Je mettrai en avant ceux qui me paraissent les plus pertinents dans la vidéo suivante. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.